Tu t'es déjà demandé pourquoi tous les indépendantistes noirs influents disparaissaient comme par magie les uns après les autres? Installe-toi, on va en parler. Dans cette nouvelle série, nous exhumons ensemble les faits de ces hommes et de ces femmes qui ont lutté pour l'indépendance de leur pays et qui ont été brutalement assassinés. Pour ce troisième épisode, nous parlons de Amilcar Cabral. Amilcar Cabral était un intellectuel visionnaire, sans doute l'un des penseurs et révolutionnaires les plus passionnants de la lutte pour les indépendances africaines. Figure de proue de la libération du Cap-Vert et de la Guinée-Bissau, ingénieur agronome et précurseur de l'écologie décoloniale, c'est un anticolonialiste admiré des plus grands et craint par l'empire colonial portugais. Le 12 septembre 1924, à Bafata, deuxième ville de l'ancienne colonie de Guinée-Bissau, Iva Pignel Evora donne naissance à Amilcar Cabral. Sa mère est bissau-guinéenne, c'est une commerçante indépendante, quant à son père, Juvenal Lopez Cabral, il est capverdien. C'est un instituteur envoyé par les Portugais en Guinée-Bissau. Dès son plus jeune âge, Amilcar Cabral est inculqué de cette conscience des réalités coloniales. Il écrira un recueil de poèmes où il clamera son amour pour son île, marqué par la sécheresse, la disparition de ses vastes étendues vertes, la famine et l'indifférence des colons. Ilha, tu vives meio adormecida, nua esquecida, seca, batida pelos ventos, ao som da música sem música, das águas que nos perdem. Ilha, teus montes e os teus vales não sentiram passar os tempos e ficaram no mundo dos teus sonhos. Os sonhos de teus filhos, a clamar os ventos que passam e às vezes que voam livres das tuas ansias. Ilha, colinas sem fim de terra vermelha, terra bruta, rochas escarpadas tampando os horizontes. Mar aos quatro cantos perdendo as nossas ânsias. Amilcar Cabral. Amilcar Cabral débute ses études primaires en Guinée-Bissau, puis dès l'âge de 12 ans, il suit son père au Cap-Vert. Il étudiera notamment au lycée de São Vicente, il excellera académiquement, c'est un élève brillant. En 1945, il obtient ainsi une bourse afin de poursuivre ses études universitaires à Lisbonne, il souhaite devenir ingénieur agronome, il va donc décider d'intégrer l'ISA. Attends, pause, avant d'aller plus loin, petit rappel historique sur le contexte colonial de l'archipel du Cap-Vert et de la Guinée-Bissau. Le Portugal disposait initialement d'un vaste empire colonial qui, à partir du XVe siècle, finira par s'étendre des Amériques au Japon. Il s'agissait très souvent de centres commerciaux côtiers, mais également de grandes colonies territoriales telles que le Brésil, l'Angola ou encore le Mozambique. Au lendemain de la conférence de Berlin de 1885, des suites du partage de l'Afrique par les colons, l'empire colonial portugais ne conservera que quelques territoires dont la Guinée-Bissau, l'Angola, le Mozambique, les îles du Cap-Vert et Sao Tomé et Principe. À l'instar de la France, le Portugal avait instauré dans ses colonies le régime de l'indigénat aux Noirs. Ce régime fut appliqué avec fermeté notamment en Angola, au Mozambique et en Guinée-Bissau, à l'exception des îles du Cap-Vert qui bénéficiaient d'une situation particulière. En 1932, à partir de la fondation de l'Estado Novo par Antonio Salazar, se mettra en place une dictature fasciste qui durcira le colonialisme. La Guinée-Bissau sera considérée dans la loi fondamentale comme une colonie de l'État portugais, régie par le statut de l'indigénat, qui établira une discrimination raciale de fait. Ainsi, au terme de l'article 2 du statut de la Guinée-Bissau, il est prévu que les individus de race noire ou ses descendants qualifiés d'indigènes n'ont pas de droits politiques. Durant ses études à Lisbonne, de 1945 à 1952, Amilcar Cabral fera notamment la connaissance des grands futurs dirigeants des mouvements de libération, comme Agostinho Neto, Mario de Andrade, Viriato da Cruz, Eduardo Mondlane ou encore Marcelino dos Santos. L'objectif de l'éducation des assimilados pour les autorités portugaises était de former des relais de l'administration coloniale pour avorter toute idée d'indépendance africaine. Influencé par les idées révolutionnaires brésiliennes, des écrits marxistes par Kwame Nkrumah mais également de Frantz Fanon, il va développer sa formation politique et idéologique. Le contact avec la capitale portugaise, à contrario des attentes nourries par l'autorité coloniale, anime chez Amilcar Cabral les flammes d'un esprit de rébellion, un désir ardent de lutter contre le colonialisme. En 1951, il fondera avec Agostinho Neto, Vasco Cabral et Mario de Andrade le Centre d'études africaines. Ensemble, ils rejettent toute politique d'assimilation et d'aliénation et veulent dénoncer la situation coloniale. En 1952, diplômé de l'Institut supérieur de l'agronomie, il décide de retourner en Guinée-Bissau où il mènera diverses activités clandestines visant à éveiller les consciences. En 1956, il fonde le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert. Il s'agit du premier parti créé par des Africains dans les colonies portugaises. Il se présente d'abord aux travailleurs pour faire aboutir leurs revendications économiques. La même année, Amilcar Cabral participera à la fondation du MPLA, le mouvement pour la libération de l'Angola. En 1959, à Bissau, au port de Pidjiguiti, les ouvriers des bateaux de cabotage se mettent en grève. Ils marchent pacifiquement sur le boulevard du bord de mer pour réclamer que leur salaire misérable soit augmenté. Mais leur manifestation est sauvagement réprimée par les autorités coloniales. Après de nombreuses tentatives de négociations infructueuses avec les forces militaires et civiles portugaises, Amilcar Cabral en arrive vite à la conclusion qu'aucune négociation ne sera possible, ni avec Salazar, ni avec Caetano sur la question coloniale. Il établit alors son plan d'action. Pour Cabral, la lutte armée est un acte légitime, l'utilisation de la violence est justifiée tant sur les plans éthiques
historique et politique en réponse aux méthodes de domination sauvage du colonialisme. En 1960, l'ONU adopte une résolution visant à reconnaître le droit à l'autodétermination des peuples colonisés. La même année, Amilcar Cabral s'installe en Guinée-Conakry où il dirige le secrétariat du PAIGC, situé dans le quartier de la Minière. Le 1er décembre 1960 paraît le premier journal du numéro Libertação, organe d'information du PAIGC. Il s'agit d'un véritable ralliement populaire. Le 23 janvier 1963, la guérilla pour la libération débutera avec l'attaque de la caserne de Tite au sud du pays. Malgré une organisation militaire embryonnaire, l'expertise d'Amilcar Cabral et sa connaissance de la doctrine militaire de l'adversaire vont lui permettre d'attaquer là où l'ennemi ne l'attend pas. Il ne faut toutefois pas croire à des victoires faciles, les colons portugais font régner la terreur dans les campagnes et dans les villes. Des villages entiers sont rasés, l'aviation a recours à des bombardements au napalm contre des populations sans défense. La police internationale de défense de l'État généralise les détentions arbitraires pour débusquer les militants du PAIGC. Les forces coloniales font usage de la et du méthode permanente de répression. De janvier à mars 1964 se déroule l'opération Trident ou la bataille de l'île de Como. Les forces armées portugaises lancent une offensive militaire visant à éliminer le mouvement de libération. Elle se soldera toutefois par une victoire des combattants de l'armée pour la libération d'Amilcar Cabral. Entre le 13 et le 17 février 1964, Amilcar Cabral convoquera le premier congrès du PAIGC qui se réunira à Casaca, dans la région libérée de Cuitafine, au sud de la Guinée-Bissau. Le processus de décolonisation et de libération est lancé, ils ne peuvent désormais plus l'arrêter. Le 3 janvier 1966, la conférence tricontinentale s'ouvre à La Havane, la réunion des peuples d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine pour la Révolution. Sur place sont présents ces hommes et ces femmes représentant des mouvements de libération et des organisations luttant contre le colonialisme. Amilcar Cabral prend la parole et ne manquera pas de marquer les esprits. Des suites de la conférence tricontinentale de La Havane, Cuba débutera son aide militaire et médicale au PAIGC. Fidel Castro se rendra lui-même en Guinée-Bissau pour rencontrer Amilcar Cabral. Progressivement, aux yeux de la communauté internationale, le PAIGC sera reconnu comme le représentant légitime de la Guinée-Bissau. Le 13 mai 1972, l'Afrique est en deuil. Elle perd un leader du panafricanisme et de la lutte anticolonialiste. Lors des obsèques de Kwame Nkrumah, héros de l'indépendance du Ghana, Amilcar Cabral prend la parole et prononcera un discours historique, le cancer de la trahison. Il dénoncera le cancer de la trahison qui gangrène les luttes indépendantistes qui font écho aux morts de Patrice Lumumba, Félix Moumié, Ruben Umniobe et tant d'autres. Tant que l'impérialisme existe, un État indépendant en Afrique doit être un mouvement de libération au pouvoir ou il n'en sera pas. Qu'on ne vienne pas nous affirmer que Nkrumah est mort à cause d'un cancer de la gorge ou d'autres quelconques maladies. Non. Nkrumah a été tué par le cancer de la trahison que nous devons extirper. Le 20 janvier 1973, Amilcar Cabral se rend avec sa femme, Anna Maria Cabral, à une réception à l'ambassade de Pologne. À leur retour, les Cabral retrouvent leur résidence assiégée par des hommes armés. Un homme s'avancera vers Amilcar Cabral pour le ligoter, ce dernier refusera et se fera devant sa femme. Selon les écrits de l'ambassadeur de Cuba, Oscar Oramas Oliva, si le doute plane encore sur l'identité des véritables assassins d'Amilcar Cabral, il n'y a cependant aucun doute sur le fait qu'il ait été commandité sur ordre du président Spinola à Lisbonne. Cette thèse sera confirmée par Anna Maria Cabral dans une interview donnée plus de 50 ans après les faits à RFI le 20 janvier 2023. Amilcar Cabral s'éteindra la veille des proclamations d'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert pour lesquelles il s'était tant battu. Et voilà, c'était Locks and Suits pour la Minute Historique. La 56